Il n'a pas une belle gueule, enfin, plus. Ça va. Et dans les années 70, en Italie, le mouvement maoïste et trotskiste, il était comment? Il était fort ou Non, non, non. par rapport à la France? Non, 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 non. Non, non. En Italie, il n'y a jamais eu, un trotskisme fort comme en France. Parce que c'est peut-être du coup pour ça qu'entre la France et l'Italie, il y a peut-être eu plus de, comment dire, un mouvement plus fort dans l'autonomie et dans la radicalité de la violence par rapport à la France où c'était beaucoup plus comment dire, structuré en partie. Non, non, non. Le PC était très fort en Italie. Hein? Le PC, Oui, le PC oui, était très fort. oui. Mais par rapport au mouvement en France où quand les jeunes sortent du PC, ils créent pas non plus non pas des mouvements autonomistes entre guillemets ou anarchistes, mais plus des mouvements trotskistes et maoïstes. Non, en Italie, non, il n'y avait pas. En Italie, contrairement à la France, il n'y a pas eu une tradition trotskiste forte, importante. C'était vraiment très minoritaire le trotskiste en Italie. Tu avais le Parti communiste italien qui arrivait à englober un peu tout. Et puis dans les 60, est né une aile gauche du Parti communiste qui s'est détaché, Mario Tronti, tous les intellos qui ont fait toutes ces revues, et qui étaient des critiques du communisme appliqué, soviétique. Mais il y avait, c'est pourquoi d'ailleurs est né, je pense, un courant nouveau qui s'appelait autonomie ouvrière. Parce qu'il n'y avait pas une tradition en dehors du Parti communiste en Italie, il y avait avant la tradition anarchiste, avant la naissance du Parti communiste. Mais ensuite, il n'y avait pas autre chose de référence à l'histoire du Parti communiste. C'est pourquoi sont nés ces groupes extra-parlementaires de différentes tendances. Et ensuite, autonomie ouvrière, parce qu'il n'y avait pas cette référence trotskiste qu'il y avait en France et qui a capitalisé le gauchisme. En gros, ben oui, depuis 1968, les trotskistes ont capitalisé le gauchisme français, en gros. Ils l'ont aspiré, empêchant d'autres évolutions possibles. Peut-être encore aujourd'hui, d'ailleurs, ça capitalise pas mal. Ouais, moyen maintenant, mais... Moyen maintenant. Moyen maintenant, ça perd du poids, mais quand même c'est... Quand on voit ce que ça a donné, en fin de compte, le trotskisme. C'est encore pire que... Il y avait une tradition trotskiste, entre guillemets, mais aussi divisée en trois courants en France. Oui. Oui. Et ils continuent leur division, ils se font ramasser là. Ouais, jusqu'à l'infini, jusqu'à épuisement. Voilà, jusqu'à épuisement. Jusqu'à épuisement. C'est que je trouve assez... Il faudrait qu'ils se réveillent quand même. Moi j'ai une question, c'est... Justement, c'est que ça a absorbé aussi. Dans le mouvement autonome, enfin, c'est ce qui s'est passé en Italie dans les années 70, il y avait une critique en gros de la prise de pouvoir. Enfin, l'objectif du mouvement, c'était pas tellement de prendre le pouvoir en tant que tel, mais plutôt de le dissoudre, ou en tout cas de... Non, de créer des contre-pouvoirs. Ouais, voilà, de s'octroyer, on va dire, plus d'espace. Des contre-pouvoirs, créer des contre-pouvoirs. Oui, il y a eu ça, et pour autant, il y a eu donc, la contre-insurrection, on va dire, avec l'épisode d'Aldo Moro qui a permis à la contre-insurrection de se déployer. Il y a quand même eu l'épisode de Bologne en 77, où on a caractérisé cette journée-là comme une insurrection, parce que les chars sont... Enfin, il y avait la police, ils ont eu recours aux chars d'assaut en ville. Du coup, on a dit que c'était une insurrection. J'ai l'impression qu'on l'a un peu défini négativement, quoi, genre, il y a eu une insurrection parce que les chars d'assaut sont arrivés. Qu'est-ce qu'aurait pu être en fait une... sans l'histoire d'Aldo Moro ou sans cet épisode-là, qu'est-ce qu'aurait pu être en fait une... je sais pas, un épisode insurrectionnel positif est-ce qu'il aurait fallu plus de radio libre et plus de logements occupés? Enfin, en fait, c'était quoi le pas, le pas à franchir? Non pas celui des armes, puisque a priori ça a été un échec. Mais voilà, qu'est-ce qu'aurait pu être non pas la victoire, mais la dissolution totale du pouvoir? Non, bien sûr, bien sûr. En 1977, il aurait fallu multiplier encore les autonomies
à tous les niveaux, les radios libres, tous les centres sociaux, tous les formations des contre-pouvoirs et des contre-cultures et des bars alternatifs, des restaurants alternatifs, des boulangeries alternatives, etc., etc. Il aurait fallu continuer là-dessus, je pense, de façon exponentielle, de plus en plus. Mais en même temps, à Bologne, les chars ont été mis dans la rue par l'État. Et le ministre de l'Intérieur de l'époque, Francesco Cossiga, qui était devenu ensuite, dans les années 90, le président de l'État italien, et il avait dit, si on ne mettait pas les chars dans la rue contre les révolutionnaires, à ce moment-là, on aurait perdu. Ils n'ont pas mis les chars dans la rue contre les Brigades Rouges. Hein? Ils ont mis les chars dans la rue contre le mouvement de rue. Hein? Parce que c'était une façon de l'arrêter. Ils n'ont pas mis les chars dans la rue contre les gens de la Brigade Rouge. Ils ont mis les chars dans la rue contre les molotovs et les cailloux. Parce que Cossiga, il a dit, si on ne faisait pas ça, on avait perdu. Parce que le mouvement était tellement en train de prendre de la vigueur, de la puissance, que l'État aurait été renversé. Parce qu'il était vraiment puissant. C'est important de comprendre. C'est des chars contre des molotovs, c'est pas des chars contre les Kalachnikov, en fait. Hein. Enfin, on avait des armes dans la rue, d'accord, mais... Mais c'est un renversement de quelle nature? Hein? Je suis désolé d'insister. Un renversement, je ne sais pas, mais en tout cas, ça fait des bouts de nez, ça venait de plus en plus, les situations de contre-pouvoir devenaient de plus en plus... se répandait de plus en plus, il y en avait de plus en plus, ça était un bout de neige. Et du point de vue de l'État, du pouvoir, il fallait nous arrêter là. Parce que s'ils laissaient aller encore, ils auraient été renversés, tsunami quoi. Parce qu'il faut comprendre que des centaines de milliers de personnes dans la rue, au printemps 77, des centaines de milliers de personnes dans la rue, tous les jours il y avait des manifs. Et il n'y avait plus que ça, il n'y avait plus que les autonomies dans la rue. Hein. Tous les autres avaient disparu. Et bien ça faisait peur. Parce qu'on était incontrôlables. On était absolument incontrôlables. On était incontrôlables et ingouvernables et irrécupérables. Et encore aujourd'hui, ça n'a pas été récupéré. Alors que des mouvements gauchistes français ont été récupérés, et notamment trotskistes, en termes d'institution, et ben, le mouvement italien n'a pas été récupéré. Quelques individus qui se sont ensuite vendus au pouvoir ont été récupérés, mais bon, par des bas intérêts financiers. Et est-ce qu'au fur et à mesure de la période où vous diffusiez justement, quand vous multipliez les occupations, est-ce que vous sentiez dans votre quotidien à vous la population qui se ralliait petit à petit? Est-ce que vous l'avez... La population, c'est beaucoup dire, mais pas mal de gens, oui. Oui. Ça, c'est un truc que vous pouviez ressentir et évaluer dans votre quotidien. Oui. Les complicités, elles étaient nombreuses. Absolument. Oui. On le ressentait, c'est-à-dire que moi, quand j'étais en cavale en Italie, j'avais des centaines de personnes sur le côté qui savaient qu'ils pouvaient m'héberger. Oui, parce que du coup, c'est ça aussi qui crée la facilité à ouvrir des lieux, diffuser.
La moindre occupation pour faire un centre social ou donner des appartements à des gens qui n'avaient pas des toits, il y avait des dizaines de personnes du quartier qui se ralliaient, qui soutenaient. Il y avait des ouvriers ou des employés qui étaient propriétaires de leur logement. Et s'il y en avait, est-ce qu'ils étaient nombreux ou est-ce que c'était minime? Oui, il y avait des ouvriers qui étaient propriétaires de leur logement, bien sûr, surtout il s'agissait d'ouvriers qui habitaient dans les campagnes, ils avaient la maison de leurs parents en fait, qu'ils habitaient, bon. Mais autrement, la plupart étaient locataires. Hein. La plupart étaient locataires. Parce que les HLM, c'était déjà dans les années 60. Aussi bien à Rome, à Milan que dans les petites villes moyennes. Et ils aspiraient à ça, à devenir propriétaires quand ils ne l'étaient pas? Ou est-ce qu'ils accordaient plus d'importance à améliorer leur quotidien, leurs conditions de travail? Oui. C'était quelque chose un espoir qui caressait d'avoir un toit à eux, par exemple? Ou pas? C'était dans les discussions à l'époque, ça? Pas trop. Enfin, en tout cas, moi, j'ai pas vécu ça. Disons que j'ai plutôt fréquenté des locataires qui étaient mécontents de les conditions de vie dans des HLM déjà qu'on faisait onduler, des choses horribles. Ou qui étaient à 10 km en dehors de la ville. Bon. L'aspiration de devenir propriétaire, non. J'ai pas vécu ça ces années-là. Oui, ça m'intéressait même pas. Enfin bon. Non, mais bon, pour moi, c'est. Oui, aujourd'hui, je pourrais envisager cette question, mais à l'époque, non. Ça a un effet, quoi, sur Hein? Ça piège les gens, quoi. Oui. Si ça passe par le crédit ou par. Oui. De toute façon, même s'il n'y a pas de crédit, ça piège toujours quelque part. Non, c'était pas. À l'époque, et comment moi j'ai vécu, c'était pas un problème. Enfin, c'était pas posé la question. D'accord. Comme. Je dois dire une différence fondamentale que je trouve aujourd'hui entre les mouvements de 70 en Italie ou ailleurs en Europe et aujourd'hui, c'est que nous on a fait des campagnes antinucléaires dans la première moitié des années 70 et des campements antinucléaires, bon. Et il y avait un soutien de la population très important, ce qui fait qu'aujourd'hui en Italie, je crois qu'il y a une centrale nucléaire, pas une. Mais en fait, aujourd'hui les mouvements critiques, contestataires envers la société dans laquelle on vit, sont surtout axés sur des luttes écologistes, disons. Hein? Notable, en Italie, Notre-Dame-des-Landes, Bure, bon. Et ça, moi je trouve que c'est une nouveauté des années 2000, du XXIe siècle, parce qu'auparavant, en Allemagne, il y a eu un mouvement écologiste, comme vous savez, très important, déjà dans les années 70. Mais ailleurs, non. Et ça, c'est une nouveauté. Cette plus de conscience écologiste et que les luttes les plus fortes et qui ont pris sur le territoire soit des luttes écologistes, ça, c'est une nouveauté du XXIe siècle. Hein. Avant, il n'y avait pas. Parce que ça va aussi avec une plus de conscience écologiste. On verra dans quelques années en train de monter la défense des droits des animaux. Moi aussi, ça me paraît un sujet très important. Aujourd'hui, on verra dans les prochaines années qu'est-ce que ça va devenir, la lutte contre la maltraitance des animaux. Mais là aussi, il y a une question majeure, à mon avis.